Salut à toi cher ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le sujet est: est-il encore possible de réaliser de bonnes affaires immobilières à Paris, dans cette ville où le prix du mètre carré a dépassé les 10 000 euros, donc d'une manière générale. Avant ça, si tu souhaites recevoir gratuitement un extrait de séminaire sur les ventes aux enchères immobilières, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Tu peux la consulter, c'est gratuit. Et également, le 7 mars 2020 prochain, je réalise mon 3e séminaire intitulé Les clés du succès immobilier. Il reste encore quelques places. Si tu souhaites réserver ta place, ça se passe dans la description de cette vidéo. Et justement, ça se déroulera à Paris. Alors, en parlant de Paris, justement, alors est-il encore possible de réaliser de bonnes affaires immobilières à Paris? C'est à cette question qu'on va tenter d'y répondre aujourd'hui, en liant les ventes aux enchères immobilières et les ventes classiques. Donc voilà, on va survoler un petit peu les possibilités qu'il y a pour réaliser de bonnes affaires immobilières à Paris. Alors, la réponse tout d'abord à la question est oui. On peut toujours réaliser de bonnes affaires immobilières à Paris et gagner de l'argent. Maintenant, croyez-moi, ça ne va pas être facile. Il faut avoir une démarche un peu plus intellectuelle que dans le reste de la France ou dans, on va dire, alors c'est plutôt similaire aux autres grandes villes très denses comme à Marseille, à Lyon, je pense que c'est plus ou moins pareil. Et donc ça nécessite une réflexion intellectuelle et voilà, et gérer certains problèmes que d'autres personnes ne voudraient pas s'en occuper pour pouvoir gagner de l'argent. Ok? Donc là, on va voir quelques exemples. Là, tout de suite, il y a un extrait d'une vente aux enchères qui va s'afficher sous tes yeux. Donc, c'est une vente qui a eu lieu en 2017 où j'ai participé. Donc, c'était un local à usage de bureau de 175 mètres carrés plus quelques réserves qui a été vendu au prix de 835 000 euros. Donc là, si tu fais le calcul, on n'est même pas à 5 000 euros du mètre carré. Alors, certes, c'était en 2017, mais même en 2017, dans le 14e rue du Moncel, c'était déjà 9 000 euros du mètre carré. Donc, moi, j'ai participé à cette vente et je me suis arrêté en finale. Donc là, moi, mon enchère max sur ce bien, c'était 830 000. La personne l'a eu pour 835 000. Donc, on était en finale. Pourquoi j'ai lâché ce bien? Tout simplement parce qu'il y avait une petite ambiguïté, voilà, un souci à régler, entre guillemets, c'est que le local était loué. Alors, il était loué avec un bail commercial, mais à une association. Ok? Donc là, c'était une contrainte pour moi. Je ne maîtrisais pas trop le fait de donner congé à un bail commercial à cette époque-là. Donc en 2017, je ne maîtrisais pas encore ça. Donc avec le peu d'informations que j'ai pu avoir en un court laps de temps, j'ai pu monter qu'à ce prix-là. Mais la personne qui l'a eu, qui elle peut-être maîtrisait mieux cet aspect-là, a fait certainement une très bonne affaire parce que voilà, il y a 175 mètres carrés. Là, vous pouvez regarder sur Maps, hein, vous avez l'adresse, mais c'était un immeuble en fait. C'était dans la cour de l'immeuble où ils avaient construit un petit immeuble en rez-de-chaussée plus premier étage. Et il y avait 175 mètres carrés, c'était à usage de bureau, mais on pouvait faire ce qu'on voulait parce qu'il y avait très peu de poteaux, il y avait très peu de murs. C'était quasiment de la surface libre à exploiter. Après la vente, pour ne rien vous cacher, j'ai discuté avec mon avocat un peu plus en détail. C'est même une des seules fois où j'ai pensé à la surenchère parce qu'il m'a dit que, après avoir eu le temps d'étudier le sujet, donner congé à une association en plus qui était à but non lucratif, eh bien, c'était assez simple. Donc, il y avait des frais à payer, mais quand on prenait les frais, on était toujours gagnant. Donc là, typiquement, c'est un exemple de très bonne affaire qu'on fait à Paris. À Paris, c'est très difficile de faire une bonne affaire. Mais en même temps, les meilleures affaires que j'ai vues, c'était à Paris. Pour ne rien vous cacher, voilà, c'est difficile de gagner 10 000 euros, mais je connais plein de personnes qui ont gagné 1 million d'euros sur une affaire à Paris. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Ok? Donc, vous pouvez gagner de l'argent avec des sujets en achetant des biens immobiliers qui sont loués, occupés, squattés, etc. Et en gérant ce problème-là, réaliser une bonne affaire à la fin. Donc, c'est sûr que c'est différent d'un achat classique où on achète l'appartement au propriétaire, le propriétaire libère les biens le jour de la signature de l'acte authentique, etc. C'est sûr que c'est un peu plus difficile, mais voilà, si tu veux gagner de l'argent, parfois il faut se creuser la tête un petit peu. Ok? Autre cas que j'ai eu, donc là c'est un volume financier plus petit, mais c'était une très bonne affaire aussi. C'est un ami que j'ai aidé pour les travaux dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, lui, il a acheté au rez-de-chaussée un petit studio. De mémoire, il faisait 13 ou 14 mètres carrés. Okay, et
en fait, collé au studio qui était en rez-de-chaussée, alors c'était même pas rez-de-chaussée, c'était rez-de-jardin, c'était en arrière, à l'arrière de l'immeuble. Et comme l'immeuble était en pente, le terrain était en pente. Donc en fait, ici on est en rez-de-chaussée, ici c'est la rue, c'est le rez-de-chaussée. Mais derrière, en fait, il y a un niveau de plus en dessous, ce qui fait que c'est le rez-de-jardin. Ok, donc lui, il était en rez-de-jardin. Et donc, en fait, du rez-de-chaussée, il y avait un escalier, un escalier droit qui partait dans ce sens-là. Et son appartement qui était là, donc mitoyen. Donc en fait, il y avait un mur. Et de l'autre côté du mur, eh bien, il y avait le dessous de cet escalier-là qui n'était pas utilisé. C'était un volume vide. Alors pendant les travaux, parce qu'on faisait les travaux, donc ça m'a tapé à l'œil parce que il n'y avait ni fenêtre ni quoi que ce soit à cet endroit-là. Et quand je regardais les plans, on avait l'impression que c'était un volume vide. Donc on a pris l'initiative, donc c'était un risque aussi de casser un petit peu le mur pour regarder derrière. Et effectivement, en fait, c'était le dessous de l'escalier qui était totalement inutilisé, c'était un volume perdu. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a stoppé les travaux. Alors, c'était un risque, parce que les travaux ont été stoppés pendant plusieurs temps. Et on a fait la démarche auprès du syndic pour racheter ce volume-là, cette surface-là. Et c'était un escalier avec les murs, etc. Il y avait 2 mètres de large sur toute la longueur de l'appartement, ce qui faisait à peu près 5 mètres. Donc, au total, il y avait 10 mètres carrés à récupérer, 10 mètres carrés au sol qui n'étaient pas utilisés. L'inconvénient, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre, mais c'était quand même 10 mètres carrés. Il achète un appartement de 13 mètres carrés, il va doubler quasiment la surface de son appartement. Il a payé de mémoire 8 000 € ce volume qui était inutilisé au syndic. Et ce qui fait que pour 8 000 €, il a récupéré quasiment 10 mètres carrés de surface. Et à Paris, c'est au moins 10 000 € du mètre carré. Donc 10 mètres carrés à 10 000 € du mètre carré, ça fait 100 000 € de gagné. Alors ce n'est pas vraiment 100 000 € parce que comme il n'y a pas de fenêtre, ça vaut un peu moins cher. Mais mine de rien, c'est tout de même 10 mètres carrés de gagné pour seulement 8 000 €. Ok, maintenant, autre levier sur lesquels vous pouvez jouer à Paris pour faire de bonnes affaires, c'est les locaux commerciaux qui sont totalement déserts depuis des décennies. Alors, si vous regardez, si vous vous baladez un peu dans Paris, mais pas dans les avenues principales, si vous vous baladez un petit peu dans les rues perpendiculaires, vous rentrez un petit peu dans les quartiers résidentiels, vous pouvez voir parfois une rue entière avec des commerces qui sont vides, inutilisés depuis des décennies, et vraiment depuis des décennies. Pourquoi? Parce qu'il y a un siècle de ça, tous ces commerces étaient florissants. Et il y avait du monde, il y avait des cordonniers, des gens qui s'occupaient des écuries, etc. Donc à l'époque, on avait besoin de beaucoup de commerce. Aujourd'hui, à Paris, c'est uniquement les grandes avenues, les angles, etc. qui sont utilisés par des restaurants, des bars, etc. Sinon, il y a très peu de petits commerces de proximité. Et ça, notamment, c'est lié au fait que Internet est devenu ce que c'est avec Amazon, etc. Les gens ne vont plus beaucoup dans les commerces. Et ce qui fait que ces commerces sont très peu utilisés. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer ces commerces en logements. Et là, qu'à cela ne tienne, la mairie de Paris, depuis plusieurs années déjà, favorise grandement et facilite la transformation de ces commerces en logements. Il y a une carence énorme de plusieurs centaines de milliers de logements à Paris. Et donc, ça fait l'affaire de tout le monde. Vous pouvez acheter ces commerces jusqu'à 50, 60, 70% du prix du marché. Vous les transformez en logement et vous les exploitez. Vous pouvez les exploiter en location saisonnière ou en location longue durée classique. Okay, pour finir, il y a un autre phénomène qu'il faut prendre en compte sur le marché à Paris. C'est qu'il y a la notion de plus-value latente. Qu'est-ce que la plus-value latente? C'est qu'à Paris, tous les ans, l'immobilier prend 5%. Et ça, c'est un fait avéré. Vous pouvez prendre une courbe de l'évolution du prix du mètre carré à Paris. Et depuis plusieurs années, ça évolue de 5%. Alors, même en 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, etc., et en France, même en France, le prix de l'immobilier, le coût de l'immobilier avait chuté. À Paris, c'était resté stable. Ça avait quasiment pas bougé. Et dès 2009, c'était reparti à la hausse. Okay, donc, cette notion de plus-value latente, vous pouvez l'intégrer dans vos calculs. Pourquoi? Parce que une opération, si c'est de l'achat-revente immobilier, une opération d'achat-revente immobilière, dans la majorité des cas, ça durera au moins 1 an. Alors vraiment, croyez-moi, si vous achetez un bien en mauvais état, que vous faites des travaux, etc., ça durera 1 an. Le temps de faire les travaux, de trouver les artisans, d'avoir les autorisations, faire les travaux, mettre en vente, trouver l'acheteur, le temps que l'acheteur ait son financement, ça dure 1 an. Donc, dès le départ,
vous pouvez, alors ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez intégrer la notion de plus-value latente pour votre résultat final. C'est qu'aujourd'hui, ça vaut 10 000 euros du mètre carré, mais demain, donc l'année prochaine, ça vaudra combien? 10 500 euros du mètre carré. Et ça déjà, bah, quand vous le rentrez dans vos calculs, vous avez 40 mètres carrés, eh bien c'est déjà une plus-value, ça fait déjà 20 000 euros de plus-value que vous allez récupérer. Donc si vous trouvez un bien qui est seulement, où vous gagnez par exemple 5%, et que vous décidez de selon votre plan, selon votre stratégie, vous allez le revendre dans 3 ans, bah, ce n'est pas seulement 5% que vous allez gagner, mais peut-être presque 20% à la fin, quand vous allez le revendre au bout des 3 ans. Alors que dans un secteur classique, ailleurs en France, où l'immobilier prend 1-2%, eh bien, ça ne rentre pas dans le cas, parce que juste 1%, 2%, ça paye à peine l'inflation, et au final, vous ne gagnez pas grand-chose. Mais à Paris, il y a la notion de plus-value latente, c'est que si vous achetez un bien en vue de le garder longtemps, eh bien ça va quand même rapporter de l'argent. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour résumer, c'est difficile de faire de bonnes affaires immobilières à Paris. Il faut être un peu plus qu'un simple particulier qui veut réaliser une bonne affaire. Il faut vouloir, il faut vouloir la bonne affaire, il faut aller la chercher avec une réflexion intellectuelle derrière, une démarche que d'autres personnes ont la flemme entre guillemets de faire. Okay. Et pour résumer, donc qu'est-ce qu'on a dit? Donc essayez de voir les volumes qui sont vides, inutilisés. Notamment il y a les rampes de parking ou le dessous de la rampe, parce qu'une rampe, bah oui, au début on ne voit rien, mais la rampe elle monte, donc derrière il y a un volume qui est vide. Alors dans les nouvelles constructions on utilise ce volume en tant que bassin de rétention d'eau, mais dans les constructions un peu plus anciennes, c'est un volume qui est vide et inutilisé, donc que vous pouvez acheter. Essayez de voir les combles, s'il n'y a pas des combles à acheter. S'il n'y a pas, chose aussi, les caves, essayez de voir si vous ne pouvez pas réaliser un souplex. Vous achetez un appartement au rez-de-chaussée, il y a une cave en dessous, souplex, vous pouvez essayer de lier le sous-sol avec le rez-de-chaussée. Okay. Les locaux commerciaux, transformation des locaux commerciaux abandonnés en logement, la mairie vous facilite. Il y en a énormément, vraiment, croyez-moi, rentrez dans une rue à Paris, dans les rues perpendiculaires, un petit peu pas très touristiques, où il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des dizaines de commerces. Vous pouvez trouver les contacts sur le site du cadastre ou en allant voir le cadastre directement. Vous pouvez trouver les contacts des propriétaires. Et voilà, et prenez compte de la plus-value latente. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos impressions dans les commentaires. Si vous souhaitez me rejoindre le 7 mars à Paris, il reste encore des places. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!